global. Jean-Luc Mélenchon est notre invité ce matin. C'est une émission spéciale présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Alors, émission spéciale présidentielle, c'est un peu différent. Il est 8h20. Vous allez être avec moi jusqu'à 9h. Et de 9h à 9h30, vous allez répondre aux téléspectatrices, aux téléspectateurs, aux auditrices et aux auditeurs. Tout va bien. TV, RMC, tout va bien? De la vertu. Je présente votre nouveau livre qui sort la semaine prochaine, oui. semble-t-il. Oui. De la vertu, aux éditions de l'Observatoire. Mais pourquoi ce livre et pourquoi ce titre, De la vertu? Alors, les circonstances sont assez extraordinaires. J'avais idée d'écrire un livre sur la vertu. Oui. Et puis, les circonstances sont devenues celles que vous savez. Et on a accéléré, j'avais renoncé à l'idée, puis finalement on a fait un livre d'entretien avec une journaliste qui a une grande capacité à comprendre ma manière bizarroïde de parler et de penser, donc c'est un peu abstrait. Vous êtes un peu bizarre, oui, peut-être, non? Non, parce que je fais de la philo et des lettres, alors voilà, j'ai la tête faite comme ça. Et donc il faut trouver des interlocuteurs qui entrent dans ce scénario, et voilà. Donc on a fait ce livre de la vertu. L'idée, c'est qu'il y a une règle qui s'impose à nous, mais c'est pas facile de dire laquelle, dans l'arène publique et peut-être dans notre vie personnelle, parce que on ne peut pas parler de morale républicaine ou de morale commune. Après tout, vous et moi, nous empruntons notre morale, nous en avons une, à des sources très différentes. L'un peut être croyant, l'autre ne l'est pas, et ainsi de suite. Donc, la sphère publique et l'État n'a pas à se mêler de la morale des individus. Mais la vertu, c'est une manière d'agir soi-même en permanence dans le sens de ce qui est bon pour tous. Voilà. Ce qui est bon pour tous, ce qui est bon pour tous, c'est moral. Évidemment. C'est la vertu. C'est la vertu. Bien. Mais c'est pas forcément la morale, parce que, écoutez-moi, juste un exemple. Non, mais... Vous prenez l'exemple de l'interruption volontaire de grossesse. Vous avez des gens qui pensent que c'est immoral. Leur religion leur interdit. Bon, ils ont le droit. Oui. Mais ils peuvent en même temps se dire, il est vertueux d'en offrir la liberté. Parce que c'est ce qui va permettre à chacun de prendre une décision libre, dont une qui peut leur convenir. Alors vous souhaitez que ça soit inscrit dans la Constitution. Voilà. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. On reviendra sur votre programme, évidemment. Bien, mais question, puisque nous parlons de morale, on oublie un peu la vertu. Est-ce que cette campagne électorale est une faillite morale ? Faut pas non plus être trop dur avec nous tous, notre peuple et chacun d'entre nous. Bon, il y a des gens qui... Mais vous, les candidats, le comportement des candidats... Mais vous voyez déjà, alors avant, il y avait la catégorie les politiques, et maintenant, il y a la catégorie les candidats. Et comme M. Fillon était un candidat étrange, du coup, nous voilà tous repas en étrange. C'est pas juste. Oui, d'accord. Enfin, regardez mes costards, ça va, quoi, ma cravate. Vous n'avez pas d'amis? Non, personne ne me paye ça. Qu'est-ce que c'est ça? Tiens, tu vois, bon, je l'achète en bas de chez moi. Oui, mais je l'achète en bas de chez moi, une boutique qui est boulevard Magenta. Et des soldes? Bon, ça tombe, je dis ça comme ça, que c'est des soldes, mais j'ai pas le temps de m'occuper de ça non plus. Bon, soyons politiques. Parlons politique. Ça, c'est de la politique, ce qu'on vient de se dire, Monsieur Bourdin, parce qu'une ambiance pareille, ça tourne toujours mal dans ce pays. Vous voyez? L'ambiance n'est pas bonne. La difficulté qu'il y a à parler, à confronter des projets est réduite par ce feuilleton qui n'en finit pas. Tous les jours, il y a une nouveauté. Oui, ça, c'est un grand handicap, surtout qu'on est au pied du mur d'une série de décisions. Si vous voulez, si on avait devant nous 5 ans tranquilles, en disant, bon, après tout, tout ça est en train de s'arranger. Mais c'est pas le cas. D'abord, parce que il y a des bruits de guerre dans toute l'Europe, et on n'en parle pas assez en France, et personne n'accepte d'en parler. Deuxièmement, parce que les tensions sociales, le chômage de masse, la misère se développent sur tout le vieux continent, et que l'extrême droite perce partout. Donc il y a un vrai risque. Et on devrait être en train de parler de ça. Après, naturellement, ça nous opposerait les uns aux autres. Moi, je considère qu'il y a des apprentis sorciers et des gens qui sont en train de préparer un programme pour mettre le feu à la suite. Alors c'est Madame Le Pen, ça va de soi. Oui. Elle, on a compris. C'est d'abord ma tribu. Alors donc tous les autres sont transformés en suspects. On a au contraire intérêt à ce que le pays se rassemble, resserre les rangs, et passe à se diviser en... Et puis par religion, que sais-je encore. Mais les autres sont tout aussi dangereux. Ceux qui se réclament des traités européens, de Madame Merkel. Hier, vous avez un candidat qui est allé se faire adouber à Berlin. Bon, oui, voilà. Ça, c'est terrible, parce que la France, là-dedans, elle disparaît.
Donc voilà, on devrait être en train de parler de tout ça et des visions du monde. Et on ne le fait pas. Monsieur Fillon n'est pas condamnable seulement pour ces histoires de costumes auxquelles personnellement je ne comprends rien et le reste, mais il est surtout condamnable pour l'incroyable programme qu'il a de désossage de l'État. Il va détruire l'État, cet homme, en supprimant encore des fonctionnaires partout et ainsi de suite. Donc ça, c'est des vraies visions du monde différentes qui s'opposent. C'est l'attitude que vous aurez lundi soir lors du débat, le premier débat. Vous allez être offensif, vous allez choisir uniquement de défendre vos idées, de défendre votre point de vue, ou vous allez... D'abord, je vais pas vous dire... Dans quel état d'esprit vous allez l'aborder? Je vais pas vous dire ce que je ferai, j'appelle pas ça un débat, c'est une rigolade d'appeler ça un débat. On a une minute et demie par thème, et il y en a 15. Alors, vous appelez ça un débat, je sais pas chez qui, peut-être chez les oiseaux, ils débattent avec des petits cris, mais les gens comme nous, on a besoin de développer un argument. Mais on va essayer alors, je vais évacuer la présenter politique. Les visions du monde, bien sûr. Je vais évacuer la politique politicienne, mais tout de même, il y a une actualité. Arnaud Montebourg était hier chez nos confrères de France Inter. Il vous a demandé de retirer votre candidature. Voilà ce qu'il a dit. Pour nous permettre d'être au deuxième tour, nous en avons besoin, Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes devant le mur de l'histoire. Et il ajoute à votre adresse, votre intelligence, votre grande culture, votre vision de la société française, plumage, vous êtes les autres, devrait vous permettre de prendre cette décision. Que lui répondez-vous? Le flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Si j'avais la sottise de croire à de tels arguments, je ne serais pas digne de ce que je suis en train de faire. Je n'éprouve pas le besoin de répondre systématiquement à tous les socialistes qui me font la danse du ventre traditionnelle, qui consiste à dire c'est nous qui sommes légitimement ceux qui doivent représenter. Je vous demande de bien réfléchir à ça. Il y a des gens qui n'acceptent plus la tambouille et les combines. Imaginez-vous que 40 jours avant le premier tour de l'élection, tout d'un coup je vienne et je vous apprenne, Monsieur Bourdin, ça y est, c'est fini, tout ce que j'ai raconté depuis 5 ans, ça n'existe plus. Le programme que j'ai préparé pendant 8 mois, n'en parlons plus. Nous nous sautons au cou l'un de l'autre. Ce serait absurde et la seule chose que ça ferait, c'est créer des milliers, peut-être des millions d'abstentionnistes de plus. Nous n'en sommes plus à cette période très datée à laquelle rêve M. Montebourg. Il suffisait à un socialiste d'apparaître pour que tout le monde les acclame aussitôt. Si je les ai quittés, ce n'est pas pour rien. C'est parce que bien avant eux, j'ai compris le divorce qu'ils avaient créé avec le peuple français. Que ce soit sur les questions européennes ou sur les questions sociales, et ça continue. Voilà pourquoi je pense que M. Montebourg se trompe. Et en plus, l'argument qu'il donne, c'est un argument de sondage. Alors bon, pourquoi pas l'avis d'une grenouille dans un bocal. Je voudrais que certains disent que vous pourriez porter la responsabilité d'un échec de la gauche, de la non-présence de la gauche. Et laisser François Fillon face à Marine Le Pen ou Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, ce serait votre responsabilité. Je crois que ce serait une attaque très injuste. Oui. Parce que... Injuste, je ne sais pas, mais... Ben moi je vous le dis. Parce que d'abord réfléchissons à la situation entièrement nouvelle que nous connaissons. Bien sûr elle est nouvelle. Qu'est-ce qui est nouveau? Le Parti Socialiste a perdu la moitié de ses voix. Le point de départ de la difficulté, c'est celui-là, parce que dites-moi voir, Georges Marchais était candidat et François Mitterrand était candidat, et ça n'a pas empêché François Mitterrand de gagner. J'étais candidat en 2012 et François Hollande était candidat, ça l'a pas empêché de gagner. Donc le seul problème que nous avons, c'est la raison pour laquelle ce parti a perdu la moitié de ses voix. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a eu un quinquennat abominable. Et enfin maintenant, quand vous me dites la responsabilité de quoi? De faire perdre qui? Vous parlez de la gauche, mais qu'est-ce que c'est? François Hollande? Manuel Valls? Monsieur Hamon? Monsieur Montebourg? C'est quoi? Ces gens-là se sont autoproclamés gauche et ils ont rendu la marque tellement incertaine que c'est devenu un repoussoir. Donc moi je ne parle pas de la gauche. Je parle revendication, je parle programme politique, je parle peuple, mais je ne me mêle plus de ces étiquettes parce qu'elles créent la confusion. Manuel Valls, lui, a tranché, ni Macron ni Hamon. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même inouï. Mais Monsieur Bourdin, vous m'avez interrogé ici même, pendant toute cette période des primaires où sans cesse on venait me dire « Mais allez-y, vous allez la gagner ». Ah, il fait beau gagner des primaires avec ces gens-là. Une fois que la primaire est terminée, ceux qui ne sont pas contents ne votent pas pour celui qui a été désigné par les électeurs de la primaire. N'est-ce pas exactement ce que je vous avais dit? Mais moi, je suis loyal. Moi, je suis honnête. J'avais dit « Je n'irai pas... » C'est malhonnête intellectuellement? Ah ben totalement, mais c'est
d'un sectarisme épouvantable ce que fait Monsieur Valls. Parce que Monsieur Valls n'aime pas Monsieur Hamon, ou qu'il décide qu'il condamne le programme de Monsieur Hamon, admettons. Mais de là à lui refuser son parrainage, le parrainage c'est pas un soutien, c'est donner la possibilité à quelqu'un d'être candidat. Ça veut dire que par son comportement, il voudrait que l'autre ne soit pas candidat, c'est signé Furax. Tout ça est transparent comme de l'eau de roche. Monsieur Hamon est là, il occupe une position, et pendant ce temps-là, messieurs Cambadélis, Valls et compagnie sont en train de préparer ce qu'ils espèrent de tout leur cœur, que Monsieur Macron soit au deuxième tour et qu'il puisse participer à sa majorité parlementaire. Il va leur arriver quelque chose d'imprévu, moi. Si vous n'êtes pas au second tour, est-ce que vous irez voter? Je vous demande pas pour qui, je demande si vous irez voter. Je vote en toute hypothèse, et je suis d'ailleurs pour... Vous irez voter, quoi qu'il arrive. J'irai voter en toute hypothèse, car c'est le devoir d'un citoyen. J'ajoute que dans mon système, dans l'idée que je me fais, le vote est obligatoire, et le vote blanc sera comptabilisé. Car je crois que la dignité civique ne doit jamais être abdiquée. Fût-ce pour aller mettre un bulletin blanc, ou un bulletin sur lequel on écrit ce que l'on veut, vous savez que dans ce cas-là, il y a obligation pour le président du bureau de vote de lire ce qui est écrit sur le bulletin. Voilà. Mais le devoir civique, on ne doit jamais y renoncer. Et d'ailleurs, avec mon système, on votera fort jeune, puisque à 16 ans, on aura le pouvoir de vote. Et je voudrais rappeler à ceux qui m'écoutent que c'est le vote à 16 ans qui a permis à l'Autriche de ne pas sombrer dans l'extrême droite. Bien, Jean-Luc Mélenchon, parlons de l'Europe. Je voudrais commencer avec l'Europe parce que vous avez raison. Pas suffisamment, me semble-t-il, même si l'Europe, le sujet semble s'imposer enfin dans cette campagne. L'Europe, vous proposez quelle Europe? Vous dites, il faut établir un rapport de force avec l'Allemagne. Vous avez dit cela. Le gouvernement allemand actuel, bien sûr. Le gouvernement allemand l'Allemagne en général, ça veut rien dire. Oui. Non, c'est compris. On la change ou on la quitte, l'Europe. C'est ce que vous avez dit aussi. Oui. Alors, vous arrivez au pouvoir, que faites-vous? Vous essayez de négocier de nouveaux traités, c'est cela? Oui, alors, commençons par dire, mettons de côté des préjugés qu'on peut avoir les uns les autres. D'abord, il y a un constat à faire, ça marche pas leur truc. Donc ça ne marche pas. Si ça marchait, vous auriez réglé mon sort en 2 secondes, Monsieur Bourdin. Vous me diriez, mais Monsieur Mélenchon, mais qu'est-ce que vous racontez? Nous nageons dans la joie et le bonheur, c'est le plein emploi, c'est la paix. Bon, vous pouvez rien me dire de tout ça, c'est tout le contraire. Rien ne marche. Alors que nous sommes le premier producteur du monde, la première économie du monde, c'est chez nous que le chômage fait les plus grands désastres. Et il y a un mécanisme qui a été inventé, qui est absurde, qui a été inventé par des technocrates qui veulent séparer la politique de l'économie. Non, mais attendez, regardez bien une chose. Comment on en est arrivé là? On fait l'Europe pour faire la paix et on se retrouve en train de discuter de l'Europe de la défense et de la guerre. On fait l'Europe pour le progrès social et on se retrouve à avoir des articles du traité qui interdisent l'harmonisation sociale et qui fait qu'on en est à inventer des délocalisations non seulement d'entreprises, 1 sur 2 se fait à l'intérieur de l'Europe, mais pire que tout, des délocalisations à domicile en faisant venir des travailleurs détachés de notre pays qui ne payent pas leurs cotisations sociales au même niveau que nous. Non mais c'est pour vous dire, ça c'est un constat terrible, non? Bon, alors vous arrivez au pouvoir, d'accord, c'est le constat. Qu'est-ce que vous faites? Vous négociez de nouveaux traités? Évidemment, on commence d'abord par une attitude qui doit être l'attitude la plus ouverte, la plus dialogante. Bon, j'appelle ça le plan A. Mais dans le plan A, on commence à désobéir. Écoutez, moi je ne veux plus accepter que des entreprises délocalisent comme ça. Je ne veux plus accepter que des marchandises rentrent dans mon pays qui sont des marchandises pleines de sang des travailleurs qui ont été surexploités ou de la nature qui a été saccagée. Voilà. Vous imposez vos vues au reste de l'Europe. Si pas d'accord, vous faites quoi? Alors, mais attendez. Alors, s'il y a un accord, vous organisez un référendum. En toute hypothèse, Monsieur Bourdin, en toute hypothèse, quoi qu'il arrive, ce qui sera convenu ou mis sur la table avec nos partenaires sera soumis à l'approbation du peuple français. Pas moi tout seul qui, dans mon bureau, vais décider. Un référendum dans les 6 mois. Il y aura, mais je voudrais quand même vous dire une chose pour que vous compreniez bien, parce que les Français, ma formule même, on la change ou on la quitte. C'est pas une formule, comment dire, de propagande pour les Français. C'est une formule qui est destinée, avant même que je sois élu, à être entendue par mes partenaires. Je veux qu'ils sachent que je ne suis pas Alexis Tsipras. Il y a 0 chance d'arriver à me faire céder en me faisant peur, parce qu'on ne peut pas me faire peur et parce que la France est assez puissante pour être entendue.
Mon attitude est donc une attitude de dissuasion, mais en même temps, c'est une attitude de dialogue. Pourquoi? Parce que, Monsieur Bourdin, le bilan terrible qu'il faut faire sur cette affaire d'Europe, c'est que personne n'a jamais tenu tête à Madame Merkel, dirigeante de l'Allemagne, dirigeante de droite de l'Allemagne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le référendum de 2005, le peuple français vote non, et le président de la République, Nicolas Sarkozy, a été dire oui, mais finalement c'est oui. Et on a eu le traité de Lisbonne. Monsieur Hollande, lui, a dit je vais renégocier les traités, et n'a rien renégocié. Donc cette femme, voilà 2 présidents de la République française qu'elle voit et qui arrivent en disant le contraire de ce que disent les Français. Pourquoi voulez-vous qu'elle pense à notre place? Elles se disent, ben s'ils trouvent ça très bien, ben moi aussi, ça tombe bien. Donc pour la première fois, elle va avoir en face d'elle quelqu'un qui va lui dire de manière rationnelle et pas vindicative, Madame, nous ne pouvons pas continuer comme ça parce que nous sommes un peuple donc, nous jeune, changeons, nous avons besoin d'équipements publics. Mais oui, parce que c'est la seule manière d'avoir une discussion. Bon. Vous négociez les nouveaux traités. Mais vous savez, on partira pas seul. Référendum. Alors, s'il n'y a pas d'accord, eh bien, vous dénoncez unilatéralement tous les traités. On est bien d'accord. Oui, bien sûr. Et attendez, Monsieur Bourdin. Vous sortez de l'OTAN parallèlement. Oui. Alors attendez, parce que l'OTAN c'est un autre sujet. Oui, mais restons sur celui-ci parce qu'il a une très grande importance. Il faut que vous compreniez que nous sommes la France. Je sais qu'on a perdu l'habitude de réfléchir en termes de puissance. On fait comme si tout ça était une cour de gentils garçons qui vont dans les mêmes écoles et parlent la même langue. Ce n'est pas vrai. Nous sommes la France, une grande puissance. Si nous les Français nous disons ça ne peut pas continuer comme ça, écoutez-moi bien Monsieur Bourdin, ça ne continuera pas comme ça. Parce qu'on ne peut pas faire l'Europe sans la France, tout le monde le sait. Et donc on est obligé d'écouter le message de la France. Est-ce un message déraisonnable que de dire établissez l'harmonisation sociale, établissez l'harmonisation fiscale et vous rétablirez la paix à l'intérieur des nations et entre elles. Deuxièmement, une fois que vous avez fait ça, renoncez à laisser les frontières de l'Europe complètement ouvertes et pratiquer un protectionnisme solidaire, c'est-à-dire négocier de part à part avec chacune des grandes puissances du monde. Voilà comment il faut faire. Est-ce que ce que je dis paraît fou, déraisonnable? Non, c'est le contraire. C'est ma position qui est raisonnable. Ce qui est déraisonnable, c'est de continuer comme on est en train de le faire. Bien, Jean-Luc Mélenchon, prenons l'exemple des travailleurs détachés. Les travailleurs détachés qui voleraient le pain des travailleurs qui se trouvent sur place. C'est ce que vous avez dit quand même, hein? Alors, Monsieur Bourdin, oui, bien sûr, avec une patience inépuisable, je continuerai à répéter que, en effet, j'ai dit, et j'aurais dû faire pour tenir compte. Parce que vous savez, en une seconde, la vie d'un homme, son engagement, tout ça est défait par 3-4 personnes. J'aurais dû, écoutez, Monsieur Bourdin, je recommence, regardez bien, regardez-moi. Oui, mais je vous regarde. Les travailleurs détachés qui, regardez les doigts, volent le pain des... Qu'est-ce que ça signifie? Entre guillemets. Je n'aurais jamais dû parler comme ça, parce que la guillemets est une nuance, même orale, qui échappe aux gauchistes moyens et aux journalistes ordinaires. Ah bon? Ben oui, parce que ça fait maintenant 6 mois que sur ce sujet, mais non, à chaque interview... à chaque interview, ben oui, non, bien mais sûr, attendez. Merci de me considérer comme un journaliste ordinaire, mais peu importe, je m'en moque. Êtes-vous d'accord? Mais Monsieur Bourdin, c'est vous qui avez choisi de reprendre cette question. Alors, vous étiez sur un plateau. Vous l'avez dit, parce que vous avez été sur des plateaux en même temps que moi, donc vous m'avez déjà vu, vous êtes un des rares qui suit ce qui se passe. Donc vous occupez pas que de votre couloir. Vous savez que c'est la 10e fois qu'on vient sur ce sujet. Je vous ai même interrogé là-dessus, mais ça ne me gêne pas de mais moi, continuer. c'est un plaisir toujours recommencer, mais maintenant je vais vous dire ce que je voulais dire et que j'ai très bien dit. Bon, alors, pourquoi ne passe-t-on pas? Est-ce que vous êtes alors soyons concrets. Laurent Wauquiez, d'autres présidents de région, Valérie Pécresse et tout. Non, mais attendez, Bourdin, là, qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais alors, vous me posez une question sur ce que j'ai dit, vous n'écoutez pas la réponse. Si vous n'êtes pas non. Oui, mais je l'ai dit, même. Ouais, mais ce que je veux dire sur le fond quand même est très sérieux. Si je suis élu président de la République, il n'y aura plus un travailleur détaché qui mettra les pieds en France. Parce que c'est de la concurrence déloyale. Mais c'est quoi un travailleur détaché? C'est un travailleur qui a un statut... Ah mais je vous préviens, ça va chauffer. C'est un travailleur qui a un statut avec une entreprise qui paie, qui l'embauche et qui le met à disposition sur tel ou tel chantier. Alors maintenant, une fois que ce travailleur arrive, il ne paye pas dans le pays d'origine, où est rattaché le siège de sa société, les cotisations sociales au même niveau qu'en France. Si bien que quand il arrive, il coûte moins cher. Et par conséquent, le patron déloyal qui l'embauche, il fait pression non seulement sur les travailleurs de sa boîte, mais sur l'entreprise d'à côté. Parce que le patron honnête et qui essaye de travailler sérieusement, lui, s'il n'embauche pas de travailleurs détachés dont les cotisations sociales sont moins chères, il se trouve que sa production coûte plus cher. Donc, c'est de la concurrence déloyale. J'ajoute que, est-ce que vous savez que sur les travailleurs détachés, il y a un nombre croissant de travailleurs français embauchés par des boîtes au Luxembourg, qui est le paradis fiscal,
fiscale de l'Europe, et ils sont embauchés, ils travaillent comme les autres, ils font le même Mais il y a boulot, aussi mais des ils payent moins de travailleurs cotisations. étrangers qui travaillent en France pour des entreprises françaises. Ah oui. Hein, Non, mais ça, c'est autre chose, ça. Bah oui, mais Non, mais ils ont un permis donc de séjour. Ça n'a rien à voir. On est bien d'accord. Le code Donc, du travail. La carte d'identité, par exemple, sur les chantiers, vous trouvez que c'est une bonne idée? Que quoi? Bah vous savez ce que c'est. Des chantiers. Mais non, oui, mais oui, la carte attendez. d'identité. Vous savez que pour travailler sur les chantiers, il va falloir avoir une carte d'identité professionnelle, vous le savez. Non, je le savais pas. Vous voyez, on me l'apprenait. Ça a été voté par le gouvernement. Oui, oui. Pour l'instant, c'est pas mais encore ça appliqué. existait en Union soviétique autrefois, donc je pense que c'est là qu'ils ont pris le modèle. Oui, oui, on pouvait pas. C'est une bonne idée, mais c'est une bonne idée, non? Je sous bénéfice d'inventaire, Monsieur Bourdin. Je n'aime pas réagir. Bon, je ne savais pas. Vous me prenez en défaut, mais je ne vais pas faire. Non, mais je vais pas faire une deuxième erreur qui serait d'avoir un jugement à l'emporte-pied. Donc distinguons bien. Ma réponse sur les travailleurs détachés, je veux que tout le monde l'entende. Oui. Il n'y aura plus un seul travailleur détaché dans ce pays. Oui. Une fois que je serai élu, parce que cette pratique absolument déloyale fiche la pagaille dans les relations sociales en France, et je ne suis pas d'accord pour que les conquêtes sociales... l'imposition de la langue française sur les chantiers, ce que veut Laurent Wauquiez, ce que veut Valérie Déjà, Pécresse. écoutez, c'est des hypocrites absolus, ces gens-là, hein, parce que cette obligation existe déjà, ne serait-ce que pour des questions de sécurité. Mais pour autant, qu'est-ce que ça veut dire de montrer du doigt? Eh ben, mesdames et messieurs de la droite, d'abord, premièrement, vous avez voté la directive travailleurs détachés, donc ne venez pas faire les malins derrière. Vous avez revoté au Parlement européen lorsque cette directive a été représentée. Et j'ajoute que si on doit faire respecter quelque chose sur les chantiers, c'est d'abord le code du travail. Et pour ça, il faudrait recréer des postes d'inspecteurs du travail, alors que vous en avez détruit des milliers. Donc tout ça, si vous voulez, c'est une espèce de clin d'œil malsain qu'ils font à la pire opinion. Sur un chantier, quelle que soit la couleur de ta peau, de ta religion, tu bosses. Et dans le travail, t'es solidaire. Parce que s'il y a un problème, eh ben t'aides le copain qui est à côté. Que tu parles français ou pas? Eh ben écoutez, de toute façon, sans parler français, c'est pas toujours facile de travailler. Donc ces pauvres gens apprennent à parler français quand il le faut. Voilà. Alors pendant que j'y suis, je voudrais préciser une chose. Parce qu'on a parlé des travailleurs détachés, mais je voudrais parler des travailleurs sans papier. C'est-à-dire le gars, la fille qui est là, qui s'use la peau au travail, il paye ses cotisations, il paye ses impôts locaux. Eh bien moi, je suis pour qu'on lui donne des papiers. Je suis pour qu'il sorte du régime de la peur, et je suis pour que quand il en est libéré de cette peur, eh ben il puisse lui aussi réclamer ses droits lorsque ces droits sont niés. Voilà. Je pense que les régularisation des travailleurs sans papier. Des travailleurs sans papier. Oui, parce que... De tous les travailleurs sans papier. Eh ben, de tous ceux qui travaillent, qui ont un contrat de travail. Les employeurs seront, sous ma houlette, contraints d'aller les déclarer. Mais sans papier, pour avoir un contrat de travail, c'est pas toujours évident, non? Ben, c'est pourtant ce qui se fait, cher monsieur. Ouais. Et c'est bien un des problèmes. Et je pourrais vous présenter sur ce plateau des travailleurs, vous demandez à la CGT sans papier, des travailleurs sans papier font un travail remarquable, et vous verriez arriver sur ce plateau des travailleurs qui, des fois, depuis 5-6 ans, ont un contrat de travail, mais vivent dans la peur. C'est-à-dire qu'à tout moment, le gars, il peut être arrêté dans la rue, on le met dans un avion, et c'est fini, et sa famille sait pas où il est passé. Donc on les régularise. Oui, parce que je demande que les gens entendent. C'est pas bien d'exploiter les pauvres gens comme ça, et de ne leur donner aucun droit. Voilà, ça c'est pas bien. Et je pense que pour le coup, c'est la vertu de vouloir que tout le monde soit traité à égale dignité dès lors qu'ils partagent la dignité du travail. J'ai votre programme là sous les yeux, Jean-Luc Mélenchon. Et puis vous êtes redoutable parce que vous lisez tout, vous alors. Non, mais je l'ai sous les yeux. Il est là. Le voilà. Il y a plusieurs pages. Hein. Le programme de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle 2017. Le voilà. Alors, on dit un mot quand même de sa préparation parce que ça a pris 8 mois. Ça s'est terminé à une convention. Il y avait eu 3000 contributions, c'est-à-dire des milliers d'amendements. Il y a 357 mesures et elles ont été ensuite déclinées, Monsieur Bourdin, vous le croyez si vous voulez, en 40 livrets par des groupes de travail. Donc c'est un objet extrêmement raffiné. Je vous dis honnêtement, je ne suis pas capable de défendre les 40 livrets ligne à ligne. Mais moi je ne vais pas vous poser la question vous pourriez, sur la page 18 sur la religion par exemple. Sur la religion, sur ce que vous voulez. Le concordat d'Alsace-Moselle. Oui, on peut parler de ça. Eh bien tiens, je vais vous parler de l'Alsace-Moselle à l'occasion d'une question qui concerne la sécurité sociale intégrale. Parce que c'est l'un des aspects que j'ai retenu de votre programme. Mais, vous, au moins, vous avez compris qu'il y avait une différence. Oui. Le nombre de fois où je suis obligé d'expliquer que c'est pas pareil d'abroger le concordat et le droit social local. Voilà, merci Monsieur Bourdin. Rien à voir. Alors, la sécurité sociale intégrale ou universelle, on choisira. Oui. Bon. Il faut savoir qu'en Alsace-Moselle, il y a un système un peu différent qui date d'avant 1918. Hein. Ce sont les Allemands d'ailleurs
les Allemands, qui avaient imaginé le système social, ce système social. En Alsace-Moselle, tous les soins médicaux sont couverts par la sécurité sociale. Il n'y a pas de mutuelle. Oui. C'est un système qui fonctionne. Mais c'est pourquoi je propose de l'étendre à toute la France. C'est un système que vous voulez étendre à toute la France. Comment va-t-il fonctionner? Alors, commençons d'abord par dire qu'en effet, il y a des particularités à l'Alsace-Moselle qui a été à plusieurs occasions occupée par les Allemands. Et naturellement, le droit a changé. Donc à chaque fois, on a maintenu un certain nombre de possibilités, dont celle-ci, le droit social local, qui est remarquable. Parce que leurs caisses sont équilibrées. Naturellement, ils mettent leurs cotisations au niveau, il faut les mettre pour que ce soit équilibré. Les cotisations sont un peu plus chères, que dans le reste de la France. Voilà, aussi bien pour les patrons que pour les salariés. Mais la couverture est à 100%. Donc vous n'avez pas en Alsace-Moselle le 30% de gens qui ne va pas soigner parce qu'il a peur de ne pas être remboursé, qu'il y a sur tout le reste du territoire national, ce qui coûte, Monsieur Bourdin, horriblement cher. Parce que les gens qui ne se soignent pas, quand ça va pas, ils deviennent plus malades ou rendent malades les autres. Alors, on voit l'intérêt qu'il y a à avoir un bon système de santé. Alors comment ça marche? Vous avez une sécurité sociale qu'on dit intégrale, vous pouvez appeler universelle, mais intégrale, ça veut dire que on met dedans les complémentaires qui aujourd'hui sont payés par les assurés. Parce que vous le savez, la plupart prennent des complémentaires pour couvrir le reste à payer. C'est obligatoire pour les salariés aujourd'hui. Voilà. Alors ça, c'est pas juste du tout, parce que quand on a créé la sécurité sociale, on pensait tout mettre dedans. Et c'est progressivement qu'on a permis ces extensions. Donc, le reste à payer pour les Français, c'est 16 milliards. Voilà ce qui reste. Alors, une fois qu'on est sur ces 16 milliards, il faut trouver, on va dire, les recettes qui, en gros, permettent de compenser. J'en ai trouvé pour 20 milliards. Donc, il y a de la marge qui permet de couvrir. Qu'est-ce que ça vous donnerait? Les recettes, alors je vais vous en donner. La baisse du prix du médicament, il y en a pour 3 milliards. L'interdiction des dépassements d'honoraires, il y en a pour 8 milliards. Comment pouvez-vous imposer l'interdiction des dépassements d'honoraires? Ça s'appelle... Dans le cabinet du médecin, comment faites-vous? Et le médecin, par exemple, qui demande à son patient un complément d'honoraire de 50 ou 100 euros, voilà. Qu'est-ce que vous faites? Je crois que ça sera pas possible, vous voyez. Et surtout, il va se passer autre chose. Qu'est-ce qui lui arrive à ce médecin? Il est sanctionné? On va trouver. Mais c'est plus possible. Il est quoi? Il est radié? Écoutez, je ne sais pas, moi. On va trouver. Le Conseil de l'ordre, vous croyez que le Conseil de l'ordre va vous suivre? Le Conseil de l'ordre, il sera aboli parce que c'est une organisation pétainiste. Mais le médecin, on va trouver. Les gens, écoutez-moi, on va trouver. Ce que je veux plus, c'est qu'on paye des compléments qui fassent que vous n'allez pas chez le médecin. Voilà. Ça n'aura plus lieu. Vous comprenez? Voilà. Alors après, l'imagination punitive et le reste, je le laisse à chacun. Je continue. J'ai dit la baisse du prix du médicament, les dépassements d'honoraires. Et puis après, il y a des choses qu'il faut savoir. C'est les niches fiscales pour que vous alliez dans les complémentaires. Il y en a pour 3 milliards et des brouettes. Et puis ensuite, vous avez les économies qui ont été repérées, qui portent sur la publicité que les mutuelles et les assurances doivent faire, et aussi sur le doublon de gestion, parce que tout est tout est géré en double, une fois à la Sécu, une autre fois au complémentaire. Donc, d'après les calculs de mes amis, qui sont des spécialistes de ces questions, des inspecteurs des affaires sociales et tout ça, on retombe sur nos pattes et on arrive à le faire. Puisque l'Alsace-Moselle arrive à le faire, je ne vois pas pourquoi le reste du pays n'y arriverait pas. Donc, je propose non pas de supprimer, comme le disent sottement un certain nombre de gens qui m'en accusent, le statut social d'Alsace-Moselle. Au contraire, je propose de l'étendre à tout le pays. Alors, vous savez, ça fera beaucoup de bien à beaucoup de gens parmi ceux qui nous écoutent. Tous ceux qui arrivent à l'âge de la retraite. Alors, l'ancien, celui d'avant, c'est-à-dire 60 ans, ou celui de Monsieur Hollande et Monsieur Sarkozy, c'est-à-dire 62 ans. Vous voulez revenir à 60 ans? Oui. J'ai trouvé là aussi comment on le finançait. Des régimes... Alors... Que vous transformez, que vous changez, ou... Je sais pas, non, mais il y a des régimes... Oui, il y a des régimes spéciaux, je suis pas... Oui, mais je suis pas pour les abolir, moi. Vous n'êtes pas pour les abolir? Non, parce que ça, c'est facile, vous savez, ils viennent sur les plateaux de télé, et ils disent, oui, c'est très compliqué, blablabla, dit Monsieur Macron, qui s'en sert pour aussitôt, vous refilez sa retraite à point, personne n'a rien vu, et on se dit, ah bah oui, c'est compliqué, bonhomme, c'est compliqué, bien sûr que c'est compliqué, c'est l'histoire de France qui est compliquée. Les régimes spéciaux, ils viennent tous de négociations, de rapports de force, des fois on vous donnait un avantage ici, parce qu'on vous le donnait pas ailleurs, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment allez-vous faire pour maintenir une retraite, pour revenir à une retraite à 60 ans? Alors, déjà, commençons par dire le plus difficile à entendre, parce que les gens ont perdu l'habitude du plein emploi. Mais je vais vous dire, il y a pas longtemps, c'était le gouvernement Jospin, parce que c'est pas la nuit des temps, c'est 98. Et on avait créé, grâce à la diminution du temps de travail,
ça a été la période de la plus fort niveau de création d'emplois de tout le siècle. Vous voyez? Donc ça marche. Et à partir de là, les comptes étaient en ordre. Il faut que les gens se rappellent que le régime par répartition, ça veut dire que c'est ceux qui travaillent qui payent pour ceux qui travaillent pas. Donc plus il y a de monde qui travaille, meilleure est la situation des caisses. Dans les années 2000, on a rendu les caisses au vert. Alors comment on fait? Là, j'ai une réponse simple et claire. Tout le monde va pouvoir se la rappeler d'un seul coup, même s'il n'est pas économiste. Si vous mettez les salaires des femmes au niveau du salaire des hommes, le surcroît de cotisations sociales que ça rapporte permet de payer la retraite à 60 ans pour 40 annuités. Car je voudrais vous rappeler que aujourd'hui c'est 43 annuités. Et avec une hypocrisie totale, les gouvernements du PS ont écrit à la Commission, écoutez, on n'a pas changé l'âge de la retraite, mais comme on a augmenté le nombre d'années de cotisation... Donc on augmente les salaires de quoi? De 15, 20, 25% de toutes les femmes salariées. Ça dépend d'où elles sont, du poste qu'elles occupent, etc. Oui. Eh ben, si vous dites que c'est cette moyenne, oui, mais sinon, monsieur Bourdin, dites, je mettons dis pas 20% vous, en moyenne. Non, ça doit pas être 20%, mais 16%. mettons, allez, ce que vous voulez, ça m'est égal. Mais on augmente les salaires de 16%. non, pas les salaires des femmes. Des femmes. Oui, non, mais bien sûr. Ça trop peur d'un non, coup, mais on augmente les salaires des femmes de 16%. Je vais prendre le problème par l'autre bout. Oui. Dites-moi, monsieur Bourdin, devant les caméras de télévision, il est normal que les femmes soient payées 20% moins. Vous ne le dites pas. Mais je le sais bien que vous ne le dites pas. Évidemment. Personne ne peut dire une bêtise pareille. On est d'accord. Mais oui. Quoi? Non mais d'accord. Alors comment finir? Alors, comment une entreprise fait-elle pour augmenter d'un coup les salaires, parce que il va falloir augmenter d'un coup si on veut porter la retraite à 60 ans. Oui. Ramener la retraite à 60 ans. Oui, mais on peut. Alors, je suis pas une brute, hein. On peut lisser l'affaire, hein. On peut lisser. Bon. Alors, mais comment faites-vous pour... Vous êtes chef d'entreprise, comment faites-vous? J'y vais y venir dans une petite seconde. Mais après, je veux vous dire comment faites-vous pour ne pas le faire. Oui. Parce que vous avez une collaboratrice qui est là, vous avez un collaborateur qui est là, hein, mettons même que ce soit des cadres, ce qui coûte le plus cher. Alors vous dites, écoute, toi, c'est normal, hein, tu gagnes moins. Non, c'est pas possible. Donc ça, il faut que ça cesse. Comme elle gagne moins, elle doit gagner autant. Point, c'est tout. Il n'y a pas à discuter, c'est comme ça. Alors après, vous êtes l'employeur, vous avez le droit de venir me dire, mais vous allez là, monsieur Mélenchon, comment on fait? Eh ben, je vais vous répondre. Je remplis votre carnet de commandes. Tant que vous faites confiance à des gens qui vont faire ce qu'ils appellent des coupes, des économies dans l'État, c'est-à-dire diminuer la capacité d'investissement de l'État et des collectivités publiques, qui sont les deux principaux investisseurs de ce pays. Vous êtes sûr que les carnets de commandes vont aller déclinant, d'autant que les patrons du CAC 40 et des grosses boîtes, eux, n'investissent pas, ils préfèrent distribuer en dividendes plutôt que d'investir. Donc, si je vous remplis votre carnet de commandes, eh ben clairement, la machine redémarre. Et à ce moment-là, vous continuerez à râler, mais vous payez. Et vous avez les moyens de payer. Voilà ce qui me paraît le plus important. Remplir le carnet de commandes. Comment je m'y prends? Je prends 100 milliards, j'ai pas besoin de plus, c'est pas beaucoup quand même, 100 milliards. C'est rien du tout. C'est à peine plus qu'un mois de versement de la Banque Centrale Européenne aux banques privées de toute l'Europe. Avec 100 milliards que je place dans la relance de l'économie, et notamment dans la relance de l'économie soutenable, c'est-à-dire écologiquement responsable, où donc il faut changer les machines, les process de production, mettre d'autres choses en place, donc quelque chose qui est très gourmand en investissement. Et par conséquent, des investissements qui se consomment ici et maintenant. À ce moment-là, je remplis les carnets de commandes. Vous avez deux paris aujourd'hui économiques qui sont faits. Le premier, celui de gens comme moi, qui est la relance de l'activité. Et l'autre, qui vous dit on va remplir les carnets de commandes. Et l'autre, qui est le pari des libéraux, qui est de dire on va comprimer les dépenses, on va diminuer ce qu'ils appellent le coût du travail, que moi j'appelle le prix du travail, et grâce à ça, comme on va produire moins cher, on va vendre plus, et le bonheur est au coin de la porte. Ça fait 30 ans que cette comédie dure, et tout ce qu'on a au coin de la porte, c'est 9 millions de pauvres, 3 millions 8 de chômeurs absolus, et 6 millions et des brouettes de gens qui ne travaillent pas tous les mois. C'est-à-dire une catastrophe qui nous conduit directement à un choc social, à un effondrement de l'État que vous connaissez aussi bien que moi. Donc les gens, c'est ça l'enjeu de votre élection. Si vous voulez pas faire dans les grandes idées, les grands programmes, etc. Là, on est concret. Oui, on est concret. Il faut être concret parce qu'à la fin, c'est notre vie dont il est question. Mais exactement. Alors vous allez nous dire, dans la deuxième partie de cette interview, avec les auditeurs et téléspectateurs, et il est presque 8h55, vous allez nous dire quel avenir vous proposez à celles et ceux qui ont vraiment des difficultés à combler les fins de mois, à finir les fins de mois. Je parle toujours du syndrome du 20 du mois, où on n'arrive son compte en banque. Fin du mois, mais le 10 du mois, oui. Le 10 du mois. Bah, il y a des gens qui vont mal. On a son compte au rouge, et on n'arrive plus à boucler ses fins de mois. Et puis, les petites retraites, etc., etc. L'avenir que vous proposez. Et puis, je vais vous parler
à travers les questions des auditeurs aussi, de la 6e République. Parce que c'est le sujet de notre marche ce samedi. On va marcher de la Bastille à la République, et je m'exprimerai à la République à 15h, et c'est l'idée de remettre à plat la règle du jeu politique. Nous allons tout remettre à plat ensemble, juste dans quelques minutes. Il est 8h presque 55. Vous êtes avec Jean-Luc Mélenchon, et vous pouvez vous poser vos questions, évidemment. Vous connaissez le numéro sur RMC, c'est le 32-16. À tout de suite. Bien, Jean-Luc Mélenchon, nous allons prendre nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos auditrices et nos téléspectatrices, et je vais commencer tout de suite, et nous allons commencer avec Isabelle qui est en direct, qui est à Longjumeau, dans l'Essonne, et qui est au chômage depuis 6 mois. Isabelle, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Monsieur Mélenchon. Bonjour Madame. Quelle est la question? Alors voilà, effectivement, j'ai 55 ans. Suivant les programmes politiques à venir, j'ai peut-être encore 10 ans à assurer. J'ai obtenu un diplôme de comptabilité à 49 ans, un diplôme de gestionnaire de paye à 53 ans. Donc les formations, c'est bon, je veux plus en faire. Je voudrais juste savoir, premièrement, qu'est-ce que vous comptez faire pour le chômage des seniors? Je vais profiter de l'opportunité, qu'est-ce que vous comptez faire pour moi? Parce que pour l'instant, ce que je constate, c'est qu'il n'y a qu'en politique que les seniors ont du travail et qu'ils le gardent. Ouais, c'est vrai. C'est bien ça c'est vrai. Hein. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de chômage longue durée pour ni de chômage des seniors. Ça dépend. D'abord, c'est pas un boulot, c'est normalement c'est un mandat. Hein. Mais j'entends, je le comprends, surtout que j'imagine, je sais quand même, je connais ce que c'est que d'être 6 mois au chômage. On commence à avoir peur, surtout que 55 ans, moi je trouve ça un peu bizarre d'appeler ça senior, parce que en général, à 55 ans, les gens ont une forme de maturité professionnelle qui est bien précieux dans une équipe, mais comme la logique aujourd'hui c'est le management par la peur et remplacer des gens sous-payés avec des armadas de stagiaires, la qualification professionnelle de quelqu'un, en plus cette personne, j'ai bien compris, vous avez complété votre niveau de qualification 2 fois et d'une manière quand même qui est assez spectaculaire. Donc je comprends que vous ayez la... Que lui proposez-vous? Oui. Que lui proposez-vous? Moi j'ai pas d'emploi à proposer, mais non, je peux... pas d'emploi, mais d'abord quel avenir? Je vais d'abord lui faire une mise en garde, parce que si vous allez être amené à voter, donc au minimum, même si ça règle pas votre cas personnel, bon, et vous n'allez pas voter pour régler forcément votre cas personnel, tenez compte quand même de ce qui s'est passé. Vous avez 55 ans. Autrefois, vous seriez parti à 60 ans à la retraite, vous partirez à 62 ans grâce à Monsieur Sarkozy, et si donc à l'UMP, et si vous n'avez pas vos 43 annuités, grâce à Monsieur Hollande, vous partirez à 66. Voilà. Je voudrais quand même vous rappeler à qui vous devez tous ces bienfaits, et pourquoi leur logique était de dire que ça irait mieux. Tout ce que ça a produit, c'est que les gens qui sont à l'âge de la retraite, d'avant, 60 ans, d'une part, et ceux qui sont classés dans les seniors, c'est-à-dire un petit peu avant, jusqu'à 50 ans, ce qui est quand même une histoire de fou, commence à entrer dans des catégories où il y a du chômage de très longue durée injustifié. Bon, alors il y a 2 manières d'y pourvoir. La première, je vous le redis, madame, pour que vous le sachiez, quand les carnets de commandes sont pleins, ils ratissent de tous les côtés tous ceux qui trouvent et qui peuvent fournir au travail. Je vais vous donner, j'ai des souvenirs très précis de l'année 2000, j'étais à Saint-Nazaire et ils n'arrivaient plus à trouver le nombre de gens dont ils avaient besoin, et en général, quand l'activité est vraiment chaude, à ce moment-là, c'est les gens qualifiés dont on a besoin. C'est surtout cela qui manque. Vous êtes à un niveau de qualification qui fait que votre profil est normalement intéressant dans une société qui fonctionne. Qu'est-ce que vous proposez comme avenir à Isabelle? Je dis pas que vous allez lui trouver du boulot. Proposez, Non, oui, mais d'abord, à travers vos mesures. Isabelle, c'est ce que vous demandez, j'imagine. Moi je demande, qu'est-ce que vous proposez? Parce que critiquer ce qu'ont fait les autres, c'est une chose, d'accord, je suis d'accord. Mais en même temps, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous me proposez là, maintenant, à l'heure actuelle? Oui. Alors je propose 2 choses, mais je voulais quand même que vous entendiez ça, parce que sinon ça devient une comédie. On fait comme si on sortait tous de l'œuf. C'est pas vrai. Si vous êtes dans cette situation, c'est aussi à cause de gens qui ont pris des mauvaises décisions. Parce que sinon, comment vous expliquez quelqu'un qualifié qu'à 55 ans, quand même, vous êtes en état aujourd'hui de rendre toutes sortes de services à la société? Comment ça se fait que vous
retrouver dans cette situation. Bon, alors je viens sur les propositions. D'abord, vous m'avez pas entendu parce que je viens d'en faire une, mais je la refais. C'est relancer l'activité. Et j'ai parlé tout à l'heure de 100 milliards à mettre dans l'investissement. J'ai parlé, vous ne le savez pas, mais c'est ailleurs dans le programme, de prendre 200 000 personnes dans les fonctions publiques d'une manière générale. Relancer l'activité parce qu'on a besoin de gens. J'ai lu votre programme. Ah, merci madame. Et alors Attendez, Isabelle, je finis. finissez alors. Avec merci madame. Alors là, les propositions, il y a dedans, s'y ajoute la réduction du temps de travail, parce que je veux qu'on revienne à 35 heures. Hein. D'abord, revenir à 35 heures. Comment revenir à 35 heures? C'est la durée légale, il n'y a pas besoin d'y toucher, mais il faut augmenter les heures supplémentaires, parce que sinon, si on fait comme la loi El Khomri, c'est-à-dire qu'on diminue le prix de l'heure supplémentaire, c'est comme si c'était plus une heure supplémentaire. Madame, je me permets, pardon, vous allez dire encore, il critique les autres. Mais si jamais vous prenez un Fillon ou un Macron, vous allez se sentir passer, parce que ces deux-là suppriment les heures supplémentaires en mettant la durée du travail à 39 heures, dans le meilleur des cas payé 39, madame Le Pen aussi. Il vaut mieux voter Le Pen alors, si je comprends, mais si je vous entends bien, qui propose il vaut mieux voter la retraite à 60 ans, qui repropose, je sais plus. Écoutez, monsieur Bourdin, si vous voulez voter Le Pen, vous le faites. Non, mais je vous pose la question, puisque vous me dites... oui. Sur le plan social, sur le plan social... Je vous écoute. Je vous pose la question. Est-ce que sur le plan social, Le Pen propose un meilleur avenir à Isabelle que Fillon ou Macron? D'abord, je vous pose la question. Oui, j'ai compris que c'est une question que vous me posez. C'est pas de la propagande que vous faites, bien sûr. Non. Non, je le sais, parce que vous n'êtes pas. C'est pas malin ce que vous êtes en train de faire, parce que vous répandez deux mauvaises idées sur lesquelles il faut que je revienne maintenant. J'ai pas amené mes fiches avec ma citation, mais Madame Le Pen ne propose pas la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Elle dit qu'elle aimerait bien, mais qu'elle va commencer par demander des sacrifices. Deuxièmement, elle ne propose pas d'augmenter le SMIC comme c'est mon cas. Et si on augmente le SMIC, vous savez qu'on augmentera la consommation populaire et responsable, car les gens ne demandent qu'à consommer responsablement et bio. Elle ne le propose pas. Elle dit je n'ai jamais proposé. Mais sur chaque plateau où je vais, il faut que je me cogne le type qui me dit ah mais vous dites la même chose. Mais et même monsieur qui vous Bourdin. dit, moi c'est Isabelle qui vous pose la question. Isabelle n'a pas parlé de Madame Le Pen, c'est vous, monsieur Bourdin, qui en avez pris l'initiative. Isabelle. Et vous complétez en me disant est-ce qu'il faut voter Le Pen? Mais à votre avis, qui suis-je? Attendez, madame, je vous réponds. Ne vous inquiétez pas, je vais finir de vous répondre. Mais là, je règle une discussion avec monsieur Bourdin, qui est une personne, il est en face de moi, il pose des arguments, donc je réponds. Et je vous demande de bien vous rendre compte que de l'incroyable d'une situation, vous vous adressez à moi, qui suis candidat à l'élection présidentielle, et vous me dites, alors il faut voter Le Pen. Non, monsieur Bourdin, il faut voter Mélenchon. D'accord? Oui, il faut voter Mélenchon. Il faut venir à la marche avec Mélenchon. Parce que Mélenchon, il vous fera pas une chose. Quelle que soit votre situation sociale, monsieur Bourdin ou madame qui m'écoutez, quelle que soit notre situation sociale, nous avons d'abord l'amour de la patrie républicaine et de l'unité du peuple français. Donc nous nous abandonnerons jamais à une femme, quoi qu'elle nous propose, si au bout du compte, ça veut dire la destruction de notre pays. Voilà. Voilà pourquoi, même dans la pire misère, jamais il faut voter pour eux. Ces gens-là sont des fauteurs de guerre. Maintenant, je reviens tranquillement à madame et à la réponse que je lui fais. Donc, 1, relance d'activité. 2, j'ai dit la somme. 3, j'ai parlé de la réduction du temps de travail. 4, vous avez devant vous quelqu'un qui vous propose une vision de développement du pays dans des dimensions de l'activité où il peut être le meilleur. L'économie de la mer, 300 000 emplois. L'agriculture bio, le passage à l'agriculture bio, de toute l'agriculture bio. 400 000 emplois, etc., etc. Vous avez lu mon programme. Et enfin, je viens sur le bout du bout du bout du bout. Quand quelqu'un est chômeur de longue durée, eh bien, j'estime que comme la Constitution dit que vous avez le droit et, j'ajoute ça, madame, le devoir de travailler. C'est écrit dans la Constitution. Et naturellement, tout le monde s'en fiche, parce que vous voulez travailler, mais eux, ils vous en proposent pas. Donc, la collectivité a l'obligation, dans mon programme, de vous proposer un emploi, et je dis à quel niveau et comment. Où est-ce que j'ai trouvé cette idée? Ça s'appelle l'emploi en dernier recours. C'est l'association ATD Carmonde qui a inventé cette formule. Elle consiste à dire toute personne qui est en chômage de longue durée, si elle le veut, car il y a un principe de liberté individuelle, peut entrer dans ce qu'on appelle une coopérative d'emploi. Dans cette coopérative d'emploi, vous arrivez et vous dites, voilà ce que je voudrais faire et que je crois que je sais bien faire. Et à ce moment-là, la coopérative cherche la niche dans laquelle votre contribution est possible. Et donc, vous êtes à ce moment-là salarié. Comment se finance-t-on? Parce qu'il faut toujours répondre à cette question. Eh bien, il se trouve que quand vous êtes chômeur de longue durée, vous avez accès à un certain nombre de prestations éparpillées qui ont un coût pour la société. C'est ce coût qui est rassemblé, qui est versé
à la coopérative en question, et le complément entre ce coût et le salaire qui vous serait donné, en l'occurrence il s'agirait du SMIC, eh bien ce complément serait versé par des caisses coopératives ou entre l'État ou entre les collectivités locales. Là où ATD Quart Monde est en train de l'expérimenter, on obtient des résultats. Je propose de le généraliser. Vous me direz, c'est pas grandiose d'avoir le SMIC. Oui, mais il y a beaucoup de gens pour qui le fait de pouvoir être à nouveau dans le circuit de l'activité est très important. Madame, maintenant je vais vous dire, je ne sais pas répondre à votre cas, mais j'enrage de voir le nombre de gens de haut niveau de qualification, à qui on trouve des arguments du genre, ou vous êtes trop jeune, ou vous êtes trop vieux, vous êtes toujours trop quelque chose, et on n'a pas besoin de vous. Ce n'est pas vrai. On a besoin de vous. Si on applique votre plan, j'aime mieux vous dire qu'il va falloir il va falloir se retrousser les manches. Bien, merci Isabelle. J'ai une autre question écrite qui est complémentaire finalement. C'est José, qui est boulanger dans l'Oise, qui dit... Nathalie Arthaud propose un salaire minimum à 1800 €. Monsieur Martinez de la CGT propose les 32 heures. Nathalie Arthaud propose l'interdiction de licenciement. Vous n'allez pas jusque-là. Chacun d'entre eux propose dans son domaine, parce que la CGT c'est un syndicat, Madame Arthaud c'est lutte ouvrière et c'est une candidate communiste, comme elle le dit sur ses affiches. Bon, moi je suis pas dans leur logique ni syndicale ni d'extrême gauche. Je suis dans une autre perspective qui s'appelle l'avenir en commun. Alors moi qu'est-ce que je dis? Il faut augmenter le SMIC. Écoutez-moi monsieur, vous êtes boulanger. Bon, le boulanger, ça marche quand les gens viennent acheter du pain. Et ça marche quand ils viennent acheter des gâteaux, si vous êtes boulanger et pâtissier, que vous avez les deux qualifications, ce qui souvent est le cas. Pour que les gens puissent acheter du pain, vous savez qu'ils aiment mieux acheter le bon pain. Le bon pain, c'est le pain avec la bonne farine, c'est-à-dire celle qui est libre de toutes les cochonneries que l'agriculture productiviste balance dans la nature. Et ça coûte un peu plus cher. Deuxièmement, si moi on passe au SMIC à 1700 €, là au début ça sera brut, net ça fait 1300, demandez à Bourdin, il connaît ça par cœur, hein, puisqu'il m'a déjà fait. Là, net, c'est 1100. Je vous laisse le plaisir. 1163, je crois. Non, mais attendez, j'ai ça sur ma fiche. Net. Non, mais ce que ça donne... 1400, le SMIC, à vous, 1360. 1360 net. Exact, vous avez gagné. Le SMIC net, 1151 €. Et il est à peine à 150 € au-dessus du seuil de pauvreté. Je vous dis ça, monsieur le boulanger, pas pour vous mettre à la mauvaise manière, mais pour dire, il faut se rendre compte que le SMIC est à 150 € au-dessus du seuil de pauvreté. Bon, je trouve que c'est pas raisonnable. Donc l'augmenter, ça me paraît raisonnable. Pourquoi? Parce que les gens, les petites payes que vous augmentez ou les petites retraites que j'augmenterai de même, puisque je ne veux pas qu'il y ait une seule retraite à moins de 1000 € par mois dans ce pays. Et encore, quand on est 1000 €, on est pile poil au seuil de pauvreté. Eh bien, les gens qui gagnent, notamment pour les petits retraités, mais le gars, la fille qui est au SMIC, hein, je parle pour une paye complète, parce que souvent, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il s'agit de contrats à durée déterminée, souvent sur du temps partiel, si bien qu'on parle d'un salaire horaire et non plus d'un salaire mensuel. Hein, les gens, faut bien entendre ce que je vous dis. Hein. Vous avez des gens qui vivent avec cette petite poignée-là. Bon, ces gens-là, s'ils sont mieux payés, ils consomment mieux, ils consomment plus responsablement. Si vous êtes un très riche qui vous faites payer des costards par vos potes, évidemment, vous, c'est rien pour vous, 100 €, 150 € de plus. Mais pour une famille de salariés ordinaires, non, c'est beaucoup. Et donc, à partir de là, ça veut dire qu'on choisit mieux ce qu'on mange, on va acheter le meilleur pain, celui qui coûte un peu plus cher, parce que la matière première a coûté plus cher, parce qu'il faut un peu plus de temps pour le préparer. Vous voyez? Donc, on y trouve tous notre compte. Augmenter le SMIC, c'est écologique. Parce que du coup, ça pousse les gens à faire des consommations responsables. C'est bon pour le commerce, surtout pour le petit commerce, parce que vous, monsieur, si vous vendez du pain, venez pas me dire que c'est pas de la consommation populaire. Hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Bien, je voudrais vous parler, avant de prendre d'autres auditeurs, auditrices, je voudrais vous parler de la 6e République, parce que c'est l'objet de votre marche. Demain, dites-moi, quelle heure, marche où exactement? Alors, on démarre à 14 h de la Bastille. Ça va évidemment être long à démarrer parce que on va être nombreux, je pense. Et à 15 h, je m'exprimerai place de la République, devant la statue de la République. Nous aurons fait le parcours de la mère de toutes les rébellions. Vous attendez combien de personnes? Je sais pas vous dire, monsieur Bourdin, on a distribué. Moi, j'en attends beaucoup, voilà. Les gens qui m'écoutent, je leur dis, venez, j'ai besoin. La campagne démarre, si vous voulez. La campagne démarre, puisqu'on connaîtra la liste des candidats. Moi, je suis en campagne. Aujourd'hui. Un an. Demain matin. Voilà, on aura la liste définitive. Donc, les gens qui sont aujourd'hui, ils regardent tout ça un peu loin, ils vont s'y intéresser, parce que c'est leur pays et ça les intéresse. Bon. Donc, moi, je voudrais commencer ma campagne officielle, en quelque sorte. Par une démonstration politique
qui montre que le peuple français veut remettre à plat toutes les règles du jeu de la vie politique de son pays, parce que la monarchie présidentielle plus le règne de l'argent, ça donne une catastrophe. Alors vous proposez aux Français une 6e République. Vous êtes président de la République, votre premier objectif est d'écrire une nouvelle constitution. Comment modifier, effacer la constitution actuelle, la 5e République, sans passer par le Parlement? Alors, d'abord commençons juste pour que tout le monde comprenne bien. Je suis élu. Je prends les dispositions, on va en parler maintenant, pour convoquer cette assemblée constituante, mais évidemment, pendant ce temps-là, on va pas attendre que ce soit fini pour faire quelque chose. Non. Donc, il y aura un gouvernement, 5e République, et les institutions fonctionnent. Des législatives. On respecte la Constitution, il s'agit pas, c'est pas l'Assemblée Générale permanente, hein. Non. On reste dans toutes les formes de la démocratie, et pour passer d'une république à l'autre, il y a une assemblée. Mais en attendant, on appliquera mon programme. Bon. Et quand l'assemblée constituante, je termine vite fait là-dessus, aura terminé son travail, elle ramènera son document, soit on dira, on fait un référendum, soit on dit elle a travaillé, maintenant il y a basta, on passe à la mise en application. À ce moment-là, c'est cette constitution-là qui s'appliquera, fût-ce en cours de mon mandat. Et j'ai pris l'engagement de ne pas faire le gars qui n'a pas compris. Donc, et qui dit parallèlement à l'Assemblée nationale et au Sénat, se réunira une assemblée constituante. Oui, voilà. Bien. Et dans cette assemblée constituante, il y aura une partie d'élus. Oui, parce que les gens doivent. J'ai pas pourcentage fixé les proportions parce que je pense que ça, il faut prendre plein d'avis. Il faut pas arriver dogmatiquement en disant ça sera. Moi, je pense que il faut qu'il y ait un nombre d'élus qui représentent tout de même une majorité, parce que vous savez, les gens doivent venir devant les Français avant de se faire élire. Vous savez qu'il y aura pas un élu des anciennes assemblées dans mon système. Dans votre constituante. Oui. Alors, et ils devront dire aux gens quand même. En gros, voilà, je suis pour un régime parlementaire ou pour un régime présidentiel. Donc, voilà. des élus avec à côté des gens tirés au sort. Des citoyens tirés au sort. Sur quels critères? Comment? Il n'y a aucun critère, on tire au sort. Il faut être, simplement. Il faut être électeur, il faut être éligible. Voilà. Et on de, le fait, 16, par exemple, de 16 à... Alors, dans mon système, le droit de vote commence à 16 ans, comme dans de nombreux autres pays. Bon, parce que je veux étendre sans cesse la base de la démocratie. Monsieur Bourdin, et permettez-moi de dire que quand même, il faut qu'on augmente la possibilité pour la jeune génération de prendre les décisions. Ça peut pas être que les gens de mon âge qui décident, parce que c'est pas bon, même si on dit pas que des bêtises, mais c'est pas bon. Il faut aussi qu'il y ait le souffle de la jeunesse qui passe là-dedans. Alors le tirage au sort, où est-ce que ça existe déjà aujourd'hui? Eh bien, par exemple, pour les jurys d'assises, c'est pas une petite question. Quand vous jugez un criminel, on tire au sort les membres du jury. Alors là, vous voyez quand même, on tire au sort des gens qui ont un rôle extrêmement grave et sérieux. Alors après, comment on fait pour convoquer la dite assemblée? Donc assemblée constituante qui siège parallèlement aux institutions actuelles de la 5e République et qui prépare donc l'avènement de la 6e République. Oui, d'ailleurs, on serait pas obligé de la mettre à Paris. De manière à ce que les gens puissent s'en saisir. Moi, j'ai vu faire ça dans un petit pays qui nous aime beaucoup et qui était proche de la France, c'est l'Équateur. Ils avaient mis ça dans une autre ville, comme on dirait nous, Toulouse, donc, par exemple. Se réunirait une assemblée qui travaillerait, et alors les gens viendraient, qui préparerait qui rédigerait la 6e République. Oui, et qui mettrait. Alors moi, j'espère qu'elle mette fin à la monarchie présidentielle. Plus de président de la République? Ça se fait dans tous les pays. Pourquoi on le ferait pas? La question qui se pose, c'est pas plus de président de la République, un chef de gouvernement, quoi. Non, le président de la République, il y en a toujours un dans tous les pays. Alors non, mais ça c'est aux gens. Honorifique. Alors écoutez-moi, Monsieur Bourdin, pour qu'on se comprenne bien. Je peux pas dire je suis contre la monarchie présidentielle. Je suis contre l'onde présidentielle. Je vais convoquer le peuple pour qu'il écrive une constitution. Mais attendez, c'est moi qui ce que vous devez faire. C'est ce que je critique chez les autres. J'ai écouté. Vous faites des comités Théodule au lieu de donner la confiance au peuple. Le général de Gaulle, il s'est pas embêté. Il a nommé 2-3 de ses proches, c'était bien normal. Et puis il a fait la constitution de la 5e République et c'est passé en force avec l'approbation du peuple français. À ce moment-là, on votait. Depuis, on a changé 22 fois le texte. Vous dites déjà dans la nouvelle constitution, il faudrait qu'il y ait d'inscrit le droit à l'avortement, le droit à mourir dans la dignité. Oui. Vous les libertés fondamentales de la personne. Ça devra être inscrit dans la nouvelle constitution. Dans mon programme, je dis les points sur lesquels je me permettrai de faire proposition et j'aurai des partisans. Et je convaincrai sans doute des gens de porter ce message dans l'Assemblée constituante en disant, écoutez, vous avez élu Mélenchon qui a écrit ça dans son programme, il me semble que vous devez le mettre dans la constituante. Mais je m'empresse de vous dire, Monsieur Bourdin, la constituante est souveraine. Ce n'est pas moi le souverain, c'est le peuple et ses délégués qui décideront. Donc, je peux dire, voilà mes propositions, et il y en a une à laquelle je tiens comme à la prunelle de mes yeux. C'est le référendum révocatoire. C'est-à-dire, quand vous n'êtes pas content d'un élu, si vous recueillez le nombre suffisant de gens
qui disent nous voulons un référendum parce que celui-là on l'a assez vu, hein, ou parce qu'il a fait ceci ou cela qui ne nous convient pas. Et à ce moment-là, on organise le référendum pour dire si oui ou non la personne reste. C'est chez les Grecs, ça. Oui, et ça existe surtout dans 2 États des États-Unis. Ouais, je me souviens. Et je l'ai lu. Oui. Ça existe dans 2 États des États-Unis et ça existe aussi au Venezuela où ça a été appliqué à plusieurs reprises. Bon, donc ça c'est un droit très important. Et quand le peuple a voté, tu t'en vas, tu t'en vas. Voilà. Et tu restes pas accroché comme c'est le cas d'un certain nombre d'élus. Ça a été appliqué au Venezuela ou? Absolument. Il y a eu un référendum pour faire partir Chavez et donc il n'est pas parti parce qu'il a gagné le référendum. Et la fois d'après, ils ont eu qu'il serait parti. Il serait parti. Oui, parce que lui c'était sa vision des choses. C'était ça, et c'est d'ailleurs la mienne. Moi, vous me dites, tu t'en vas, je m'en vais. Mais séance tenante. Hein. Je vous ai dit, le jour où la Constituante aura adopté la nouvelle Constitution, moi, je vous ferai pas le discours. Écoutez, moi, j'ai été élu pour 5 ans, vous attendrez la fin de mon mandat pour passer à la suite. Non, on passera séance tenante à la suite. Hein. Et naturellement, dans la suite, mes amis s'y exprimeront. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Non, mais alors, le référendum révocatoire, ça s'applique au président de la République, c'est-à-dire à moi dans l'hypothèse que nous évoquons, mais à tout le monde. Je veux dire au conseiller général, à votre maire. Le peuple français garde en permanence la possibilité de renvoyer un élu. Alors, on me dit collectivement. On me dit oui, ça va être l'agitation permanente. Mais non, parce qu'il y a un nombre suffisant de signatures à demander. Et deuxièmement, les Français sont pas fous, ils vont pas vous organiser des référendums tous les 8 jours. Arrêtez de les mépriser. Je dis pas ça à vous, mais à ceux qui me font l'objection. Vous savez, on croirait que le peuple français serait une immense cour de récréation où les gens seraient prêts à faire toutes les folies qui leur passeraient par la tête. Non, pas du tout. Bien. Les gens sont sensés. Justement, sur cette 6e République, on va prendre Stéphane, qui est chef d'entreprise à Paris dans le 18e, qui est un auditeur d'RMC, qui est en ligne avec nous. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour Monsieur Mélenchon. Bonjour monsieur. Monsieur Mélenchon, vous évoquez souvent votre volonté de redonner le pouvoir au peuple, et notamment pour ça, vous proposez dans votre programme la 6e République. J'écoutais attentivement ce que vous disiez à l'instant. Moi, j'ai une grosse, pourquoi pas, sur un changement, il y a des choses perfectibles, mais j'ai une grosse inquiétude concernant le suffrage universel direct. Je trouve que c'est un système qui est particulièrement approprié aux crises politiques, puisque c'est le peuple, par définition, qui donne la légitimité ou qui le sanctionne assez durement en fin de mandat, avec un suffrage direct. Donc ma question, elle est simple, c'est que devient le suffrage universel direct dans votre projet de 6e République? Suffrage universel et direct, c'est le cœur de la démocratie, donc c'est lui qui a tout le pouvoir dans mon idée. D'ailleurs, j'en étends les pouvoirs avec ce référendum révocatoire. J'en étends la base avec le fait que l'on fait voter à 16 ans, que le vote est obligatoire et que les votes blancs sont comptés, n'est-ce pas? Bon, donc oui, c'est la base. Moi, je n'ai pas d'autre. Ma stratégie révolutionnaire, puisque je me réclame d'une révolution citoyenne, c'est-à-dire la récupération par les citoyens de leur pouvoir, c'est le suffrage universel et la règle de la démocratie. Il y a d'autres, à l'extrême gauche, ils sont pour d'autres choses, et à l'extrême droite pour autre chose. Moi, je suis pour le suffrage universel, la démocratie, le pluralisme politique, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des partis d'opinion contraire. Je vous dis tout ça parce que des fois... Comment l'assurez-vous d'ailleurs, le pluralisme politique? En permettant aux gens de s'exprimer, et en particulier, sans doute, en mettant de la proportionnelle dans les élections. Intégrale, ça ne me paraît pas raisonnable. Bon, je vous le dis, c'est mon point de vue. Les Pays-Bas, regardez ce qui s'est passé aux Pays-Bas. C'est peut-être parce qu'il y a une proportionnelle intégrale que le parti d'extrême droite n'est pas au pouvoir. Mais vous n'avez pas tort, Monsieur Bourdin, mais j'admets que la question est ouverte. Moi, je n'ai pas une réponse absolue, catégorique à tout. Je prendrai bien ce qu'on me donnera, ce que le peuple aura voulu. Mais dans le cas des Pays-Bas, on peut dire en effet, comme vous venez de le dire, que nous sommes sauvés par le gong. Mais la vérité, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est que les partis, et notamment le parti socialiste, s'est effondré dans cette histoire. Alors qu'avant, les 2 grands partis représentaient 60% des votes. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Pourquoi ils sont effondrés? C'est pas des mauvaises personnes, c'est qu'ils ont pratiqué exactement la même politique, ils n'ont tenu que ce qu'on voit en France, c'est-à-dire le PS allié avec la droite, ou faisant la politique de la droite, le PS et la droite s'asseyant sur les décisions du peuple. Je vous rappelle que les Hollandais ont voté comme nous, non. Et qu'est-ce qu'ils se mangent? Ils se mangent oui. Ensuite, ils ont dit qu'ils voulaient pas de l'accord avec l'Ukraine, et à quoi ils ont droit? À l'accord avec l'Ukraine. C'est-à-dire que c'est un peuple à qui on a dit, vous faites ce que vous voulez, de toute façon on s'en fout, on fera bien ce qu'on veut. Voilà. Bon, donc ça peut que mal terminer. Mais pour revenir à la dernière question,
Oui. Vous êtes chef d'entreprise. Ce qui m'a intéressé, moi, voyez-vous, dans la période récente, je pense à la loi El Khomri. Parce que des gens m'ont dit, ah, mais ton histoire, quel rapport ça avec le social? Bah, d'abord, quand vous mettez un droit social dans la Constitution, eh ben, il devient, en quelque sorte, opposable. Mais surtout, regardez comment ça s'est passé. La loi El Khomri, peut-être que vous en êtes partisan, monsieur. Moi, j'y suis absolument hostile et je l'abrogerai. Mais regardez, cette loi qui porte donc sur le cœur de la vie sociale du pays, le code du travail, la hiérarchie des normes, l'ordre public social. Personne ne l'a voté. Il est passé à coup de 49-3. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu, alors vous me parlez du suffrage universel direct, alors là, il n'a eu aucune possibilité. Soit on votait la censure, soit la loi était approuvée. Et les élus socialistes, y compris ceux qui aujourd'hui veulent abroger la loi, n'ont pas été au bout du vote de la censure. Mais c'est pour vous dire, l'organisation de la Constitution a un lien direct avec l'organisation de la vie sociale. Jamais aucun pouvoir n'aurait pu faire passer la loi El Khomri, parce que c'est une loi qui est totalement déraisonnable et qui organise une compétition entre les entreprises et entre les salariés qui détruira la vie sociale de ce pays. Bien, nous allons terminer avec... J'ai une dernière question d'un auditeur qui nous a envoyé cette question par mail. Votre caractère colérique, pense Thibault. Vous êtes colérique, nous dit Thibault, 31 ans, conducteur poids lourd en Gironde. Comment comptez-vous convaincre tous les sceptiques qui vous traitent de colérique ? Ben déjà, monsieur, il faut pas être naïf. Oui. Dans la bataille politique, il faut toujours accrocher une pancarte à quelqu'un. Alors comme moi, je suis un méridional, et ben, Oui. on voit mes sentiments s'exprimer. Je suis un homme qui est entré dans la vie politique et qui est resté sur la base de l'indignation. C'est votre dernière campagne présidentielle ? Je sais pas, hein, c'est la vie, vous savez. Qu'est-ce qu'on sait clairement, je pense que je vais tâcher de me rendre utile cette fois-ci de manière décisive. Je serai le dernier président de la Ve République et la Sixième République sera celle que le peuple aura voulu qu'elle soit. Mais laissez-moi terminer sur cette affaire de caractère, que je suis content. Oui. Il y a eu une campagne, il fallait bien m'habiller pour l'hiver. Je vais vous dire une chose, monsieur, je ne suis pas colérique, je suis un indigné. Et je suis un homme du Sud. Les hommes du Sud parlent, remuent les mains, leur visage bouge, mais nous sommes comme vous savez. Hein, au bout du compte, nous savons nous arrêter et nous savons commencer vivement quand il le faut. Si c'était nouveau, je pourrais dire, ah bah Mélenchon, quand même, t'exagères, en me regardant devant la glace, je dirais, bah écoute, dis donc, il faut faire un effort. Mais comme dans tous les pays du monde, vous m'entendez ? Tous les pays du monde à cette heure. Les hommes et les femmes qui représentent mes idées sont partout traités de la même manière, c'est-à-dire présentés comme des incendiaires, des bêtes. Nous sommes bestialisés. Et l'adversaire a toujours pour intelligence, l'intelligence de nos adversaires, c'est de nous avoir, oui, bestialisés. Alors quand ce sont les hommes, ils sont colériques, et quand ce sont les femmes, elles sont traitées d'une manière indigne que je préfère ne pas raconter. Mais c'est dans tous les pays du monde, et c'est pas nouveau. Pourquoi a-t-on éprouvé le besoin d'appeler Louise Michel, l'une des communardes les plus connues, la Vierge Rouge? Qu'est-ce que ses engagements politiques avaient à voir avec sa sexualité? Pourquoi a-t-on besoin de montrer Jean Jaurès, y compris au musée de Castres, où on le voit, parce que on le voit, le musée est très bien fait, je vous encourage à aller le voir. Mais on voit toutes les caricatures de Jean Jaurès. Jean Jaurès a la barbe hirsute, les cheveux dressés sur la tête, il tient à la main un brandon et il a une bouteille d'alcool dans sa poche. On a toujours représenté les tribuns du peuple, hommes et femmes, comme des animaux. Et moi, on m'a donc habillé en colérique. Non, je suis pas colérique, je suis indigné. Et je suis tripes et boyaux avec les miens. Et les miens, c'est les pauvres. Voilà, c'est les travailleurs, c'est les salariés, c'est le gars qui s'est jeté sur la voie de chemin de fer l'autre jour qui est un syndicaliste. C'est tous ces braves gens. J'ai choisi mon camp. Alors vous allez me dire, ah oui, mais vous êtes élu. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est profiter de toi. Je me mets dans un coin, je ferme ma grande bouche et je laisse le monde continuer dans sa misère. Est-ce qu'il faut pas qu'il y ait des gens qui se dressent? Et des fois, faut en rajouter. Bourdin, vous le savez pas, vous, qu'il faut en rajouter des fois? Jean-Luc Mélenchon. Vous le faites ma des dernière fois. question, bien sûr. Je suis méridional aussi. Oui. Ma dernière question. Oui, mais vous êtes Jean-Luc, Sévenol, c'est un oui, je suis caractère Sévenol, plus dur. Encore plus dur. Jean-Luc Mélenchon, j'ai une dernière question. De la vertu, on a parlé de la vertu, votre livre, donc de la morale. Est-ce que vous poserez dans le débat de lundi soir la question de la morale? Parce que les Français sont très attachés au comportement des hommes politiques. Mais vous le ils ont ferez raison. ou pas? Ils ont raison. Mais je veux pas être un procureur, moi. Vous voyez, j'aime pas trop entrer sur ce terrain ou jouer de ça, parce que comment vous dire? Et après quoi? Je suis pas juge, moi. Je suis pas policier. Je sais pas. Je sais ce que je pense, Bon, mais vous comme moi, on a nos préjugés. On regarde certaines situations
comme on dit en français ordinaire, hein, on n'en pense pas moins. Mais justement, on ferme sa bouche. Pourquoi? Parce que on connaît la fragilité des jugements à l'emporte-pièce. Et je pense que les Français ont compris. Ils savent ce qu'il y a à faire. Et ils savent trier entre les caractères et les hommes et les femmes. Ils savent le faire. Ils sauront le faire. Je pense que c'est pas à moi d'en rajouter. Mais je vais vous dire, faites et faites bien, votez, dégagez-les tous. Merci Jean-Luc Mélenchon, notre invité ce matin sur RMC et BFM TV. Il est 9h28.